Alors bonjour à tous, vous êtes bien à la conférence de JVS Meristem sur comment intégrer les outils numériques dans l'organisation à la fois interne de la commune et dans la gestion de la relation avec les citoyens. Donc on n'est pas ici pour parler de RGPD. On s'est fait pirater en quelque sorte nos sièges. Donc on n'est pas là pour parler de RGPD, même si évidemment dans la gestion de la relation avec vos citoyens, le RGPD va être quelque chose d'important, mais on n'est pas là pour parler de ça parce qu'il y en aurait pour 3 heures de discussion. Alors je vous en prie, asseyez-vous. Alors je suis Jean-Marc Poncelet, le directeur de la GRC Gestion de la relation citoyenne de JVS Meristem, et Bruno Dosreis, qui est chef de produit pour la GRC. Alors JVS Meristem, je ne sais pas si vous connaissez, on est un des leaders des petites et des moyennes collectivités dans tout ce qui est finance compta paie. Au départ, on est surtout connu pour cet aspect-là des choses. Aujourd'hui, nous lançons une gamme de plus en plus importante sur tout ce qui concerne la gestion de la relation citoyenne. Et alors, souvenez-vous, il y a à peu près 10 ans, on a commencé à parler, et c'est Microsoft, je pense, qui a introduit ce terme, de Digital Town Hall. On a commencé à parler de dématérialisation, de processus, de GED, et à l'époque, c'était beaucoup intranet, extranet. C'était surtout, en fait, et ça l'est même encore beaucoup aujourd'hui, des fournisseurs informatiques qui, en fait, venaient avec des propositions technologiques. Donc, on avait des schémas de ce type-là absolument incompréhensibles. Et très vite, le directeur informatique venait avec des problèmes de « Ah, voilà les serveurs qu'il faut… » Vous n'entendez pas ? Allô, allô, allô. Apparemment, ça se coupe. Ça passe par intermittence. Vous m'avez bien ? Bon. Allô, allô. Bon, je vais essayer de continuer. Vous me faites signe si ça ne marche pas. Fondamentalement, les fournisseurs technologiques sont venus avec cette notion de Digital City et des choses relativement compliquées, relativement technologiques. La plupart du temps, c'était le directeur informatique qui était impliqué. On a quand même essayé de faire quelques services en ligne vers nos citoyens, mais on s'est vite rendu compte que faire ces services en ligne, ça n'allait pas, on allait vite être confronté au problème de l'organisation interne. Parce que mettre un service en ligne, c'est facile, mais derrière, si on n'offre pas les outils… Allô ? Bon, je vais… Bon, je vais continuer. C'est un peu des conditions difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des services en ligne et puis on s'est rendu compte qu'au niveau de l'organisation interne que c'était pas si facile et qu'à ce niveau-là, on n'avait pas mis les outils en place. Et donc, on s'est rendu compte que c'était un problème d'organisation interne et de gestion du changement. Et on n'y était pas préparé. Du coup, on a été confronté au cas classique où les gens n'ont pas voulu, par rapport au changement, ça a été relativement compliqué. Entre-temps, ça c'était les premières expériences, il y a eu la révolution digitale, qui est double. D'une part, on a eu la révolution de l'Internet, d'autre part, la révolution du mobile. Le mobile est apparu, on n'aurait jamais imaginé qu'à cette vitesse-là, ça y est, un bouleversement si profond. On en est carrément aux montres connectées. Aujourd'hui, on parle à son Google Home pour allumer la lumière ou pour commander des choses sur Internet. Ça a un impact profond sur tous les aspects de notre vie. Ça a un impact sur la mobilité, sur le mélange vie-travail, vie privée, où aujourd'hui, on travaille tout le temps, on a tout le temps accès à ses emails. On a accès maintenant au numérique sur différents appareils et les connaissances techniques de tout le monde a fortement évolué.
Le décalage n'a jamais été aussi grand fondamentalement entre les outils qu'on utilise dans notre privé et les outils dans notre relation avec les collectivités et à l'interne dans les collectivités. On a vraiment une différence d'outils et d'efficacité qui est énorme. Mon fils a 13 ans et il me dit « Regarde papa ce que ma prof de maths nous a proposé comme application ». Et j'ai été moi-même scotché. Il a une application dans laquelle il prend simplement la photo, il met son appareil photo sur la formule. Et cette petite application, elle va carrément proposer la résolution, mais pas de manière bête et méchante en montrant le résultat. Elle va carrément décomposer la formule en étapes. Et donc, vous vous imaginez, l'élève n'a plus qu'à prendre la photo et il va voir le résultat et l'explication. C'est ça le numérique, ce que ça apporte aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous me parlez de votre fils de 13 ans, tout ça, c'est pour la jeune génération. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. En une décennie, on a 69% des seniors maintenant utilisent Internet, ont des tablettes. La technologie s'est tellement améliorée que les seniors sont des grands consommateurs d'Internet et veulent aussi consommer des services numériques. Alors, ce qui est également impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ces technologies sont en train de s'accélérer. Il y a 38 ans, pour que la radio soit un média grand public, ça a pris 38 ans. Facebook, en 4 mois, ça avait fait le tour du monde. Les voitures autonomes, il y en a qui disent que c'est dans 20 ans. Dans 2 ou 3 ans, ça va être sur nos routes, parce qu'on a toujours tendance à regarder vers le passé pour estimer le futur. Or, on se trompe systématiquement, ça va beaucoup plus vite que prévu. La révolution numérique, vous connaissez les 4 D de la révolution numérique? Le premier D, c'est la digitalisation. Ça postule en fait que tout ce qui peut être digitalisé le sera. La signature, les documents, les processus, vos relations sociales, tout est en train d'être digitalisé. Google est en train d'envoyer ses caméras en haut des montagnes. Ils vont même au fond des mers pour digitaliser le monde. Tout ce qui peut être digitalisé le sera. C'est inéluctable. Deuxièmement, la démonétisation. Démonétisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous combinez Internet et économie à grande échelle, vous arrivez à des effets qui sont complètement inattendus. Le fait que Amazon est devenu le plus grand logisticien du monde fait qu'ils ont des centres logistiques avec des robots dedans. Cela fait qu'ils peuvent offrir les coûts de livraison inclus dans les prix. Donc aujourd'hui, quand vous commandez sur Amazon, dans 90% des cas, vous allez voir que c'est gratuit. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre perception? C'est que vous vous dites, la livraison, c'est gratuit. Celui qui, aujourd'hui, en e-commerce, n'offre pas la livraison gratuite, il est hors du marché. Ça change complètement la perception. Vous avez le même effet avec des outils comme WhatsApp, Facebook Messenger. Le SMS, pourquoi est-ce que je paierais aujourd'hui encore pour un SMS alors que la messagerie est gratuite? Troisième étape, troisième D, la désintermédiation. Désintermédiation, ça veut dire quoi? C'est qu'entre le producteur et l'acheteur, le consommateur d'un service, avant, il y avait toute une série d'intermédiaires. Tous ces intermédiaires sont en train de voler en éclats dans de nombreux domaines. Si on prend Airbnb, Uber, Spotify, aujourd'hui Deezer, vous allez consommer votre musique, vous n'allez plus jamais chez un disquaire. Qui est-ce qui peut être potentiellement désintermédié demain? Typiquement, une collectivité pourrait être un chaînon qui est désintermédié. C'est une des conséquences du numérique. Aujourd'hui, un gros acteur désintermédiateur, je vais dire, c'est l'État central. L'État central peut à certains moments offrir des services en direct aux citoyens sans passer par l'échelon local, la collectivité. Ça fait partie des choses que le numérique, des menaces du numérique. Et le quatrième D, c'est la disruption. Alors là, on change complètement d'échelle. C'est un moment où des institutions comme des banques, qui existent depuis 150 ans, peuvent du jour au lendemain ne plus être nécessaires. Parce que le Bitcoin
ce sera le Bitcoin ou ce sera un autre, on n'aura plus besoin des banques pour certifier les transactions entre les personnes. Tous les rôles de notaire, des gens qui certifient là aussi les transactions, sont aussi amenés, peut-être pas à disparaître, mais à se poser des questions. C'est ça la vraie disruption. Alors évidemment, j'ai dit aussi, et la collectivité locale dans tout ça, parce que ça fait peur. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. C'est évident que les collectivités doivent jouer un rôle dans ce numérique, parce que le bouleversement, il est en train d'arriver. Il se passe. Que vous le vouliez ou non, que vous freiniez des cas de fer ou pas. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez dire « je ne veux pas, par exemple, de page Facebook ». Ben, il y a une page Facebook qui a été créée par Facebook sur votre collectivité. Vous ne le savez peut-être même pas, mais il y a peut-être des gens qui sont en train de discuter, des citoyens en train de discuter entre eux, et vous n'avez rien décidé. Ça, c'est en train de se passer aujourd'hui. Si on voit, par exemple, j'ai tapé par exemple mairie de Pauillac. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que heureusement, la mairie de Pauillac sort encore en numéro 1. Mais si on regarde en numéro 2, l'internaute, votedémarches.com, tiens, c'est qui eux? Les pages jaunes, annuaire mairie, c'est toutes des personnes. Il y a déjà des sites aujourd'hui qui proposent des démarches administratives et qui demandent qu'on les paye pour faire ça. Donc ils sont en train de se placer entre vous et les citoyens. On voit qu'il y a les horaires de la mairie qui sont à côté. Est-ce que vous avez jamais donné les horaires de la mairie à Google? Jamais, ils les ont trouvés eux-mêmes. Et la dernière annonce de Google, c'était la semaine passée. Ils ont une intelligence artificielle qui est capable en fait d'appeler quelqu'un et de lui poser des questions. Et donc on a vu l'exemple de Google où ça prenait rendez-vous chez le coiffeur et c'était l'intelligence artificielle qui parlait en langage naturel pour prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ils ont montré l'exemple justement des horaires d'ouverture où on voit l'intelligence artificielle de Google qui fait quoi? Qui appelle, par exemple pour un jour férié, qui appelle des millions de commerces pour dire « Tiens, est-ce que vous êtes ouvert la semaine prochaine, lundi, parce que j'aimerais bien passer ?» Et en fonction de la réponse, ils vont mettre à jour leur site web. Donc, c'est des choses absolument incroyables qui sont devant nous. Bon, je vous ai fait un petit peu peur, mais c'est le but, c'est de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui nous attend ?» Aujourd'hui, on en est à se poser la question de les smart cities, parce que comme on l'a vu, cet aspect technologique des smart cities, ça peut s'appliquer à une grande métropole. Maintenant, pour une collectivité de taille plus modeste, plus réduite, quelle va être en fait notre définition de la smart city? Et c'est clair que la smart city, c'est une ville, une collectivité qui va utiliser les nouveaux systèmes numériques pour accroître son efficacité et être plus proche de ses citoyens. Alors maintenant, c'est vous qui allez devoir, dans tout ce qui est possible, et plein de choses sont possibles aujourd'hui, par où on commence? Parce que aujourd'hui, je parlais avec madame tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom de la commune, mais c'est une petite commune proche de Lacanau, et qui me disait, bah oui, on a refait le site web, mais et il y a Facebook, et il y a plein de choses de possibles. Et la technologie, aujourd'hui, n'est plus vraiment un problème. Donc la Smart City, le but, ce n'est pas de devenir une Smart City pour être une Smart City. La technologie, je pense que comme on l'a vu, la révolution numérique, elle est là. De toute façon, le numérique va imprégner chaque élément de votre plan. Donc l'objectif, on en revient finalement au b.a.-ba, c'est de se dire quel est le projet de ma collectivité. Et dans ce projet de ma collectivité, le numérique va être un accélérateur dans pas mal de domaines. Ce qui a changé, c'est que par rapport à avant et par rapport aux exemples de Smart City, c'est que, comme j'ai dit, la technique... Bon, je vais plus vite, simplement parce que voilà. La technique, c'est plus un problème. Aujourd'hui, vous avez 10 fournisseurs de services pour chaque solution. Donc, on n'est plus à se poser une question d'infrastructure, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les besoins de ma collectivité? Le comment, c'est plus important, c'est de la technologie, c'est le quoi. Le DSI qui
hier était le seul intéressé à ces problématiques, il doit toujours évidemment être autour de la table, mais ça devient un problème stratégique transversal. Le numérique doit être au cœur de la discussion de la collectivité, ça ne peut plus être réservé au seul DSI. Fondamentalement, le numérique, c'est une opportunité qui doit vous permettre demain de considérer, ce n'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement pour le futur. On va, après cette introduction, l'objectif, c'est de se poser un peu la question, de dire, bah, tiens, qu'est-ce que concrètement, je peux déjà demain mettre en place dans ma collectivité de numérique. Et on va voir que ce n'est pas, c'est pas si difficile que ça et qu'il y a des outils pour le faire. Donc je passe la parole à Bruno. Merci Jean-Marc. Donc du coup, concernant la prochaine partie, donc on va voir déjà comment on va pouvoir rendre les citoyens acteurs de leur territoire. Et en partant du constat actuel des dernières élections municipales de 2014, donc le chiffre qui fait mal, c'est que 36% en fait, des personnes en âge d'aller voter se sont abstenus, ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote. Donc on vote tous les 6 ans aux élections locales. Et en gros, les gens regardent très peu les programmes et font surtout un vote sur une personne. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut impliquer les citoyens au quotidien. Donc, en termes de communication, il y a ce fameux bulletin municipal qui est envoyé. C'est le même message pour tout le monde. Donc, on n'a pas de personnalisation. Et on peut se poser aussi la question aujourd'hui de savoir est-ce que c'est un moyen de communication approprié. Quel est le taux de lecture de ce type de support et quel est le coût par rapport au taux de lecture. Si on a la moitié en fait, des bulletins municipaux qui finissent à la poubelle, ce n'est pas très écologique. De la même façon, est-ce que vos comités de quartier sont représentatifs de votre population? Comment est-ce que vous pouvez prendre les bonnes décisions si vous n'avez pas de représentation correcte au niveau de vos comités de quartier? Donc, en termes de communication, on va essayer de se poser les bonnes questions. Et ça passe par le fait de savoir si on communique suffisamment. Est-ce qu'on communique via les bons canaux? Pour toucher un maximum de citoyens, il va falloir utiliser différents canaux. On en parlait tout à l'heure avec monsieur. C'est bien d'avoir un site internet, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'on interroge suffisamment les citoyens concernant les grands projets au cours de la mandature? Quel est le taux de participation? Est-ce que c'est vraiment représentatif, comme je le disais tout à l'heure? Point important également aujourd'hui, l'accessibilité de la collectivité. Est-ce que aujourd'hui, ma commune, si elle offre des horaires d'ouverture de 9h à 16h, dans le monde actuel, est-ce que je vais pouvoir me dégager du temps pour me rendre en mairie et accéder à ces services-là? Ça devient compliqué aujourd'hui. Enfin, est-ce qu'on va délivrer un service de qualité et est-ce qu'on a les indicateurs pour mesurer ça? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et également la question sur les délais parce que dans certains cas, le silence vaut accord, donc c'est important aussi de respecter les délais de réponse. Et donc, comme l'a expliqué Jean-Marc tout à l'heure, les attentes des administrés sont juste énormes aujourd'hui. Et c'est dû à leur environnement et aux services qu'ils consomment dans leur vie privée. Aujourd'hui, vous voulez partir un week-end à la mer, vous lancez Airbnb et puis vous commandez une réservation en quelques minutes. Vous pouvez poser des questions très précises sur la réservation et votre hôte va vous répondre très rapidement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'offre pas un service qui se rapproche de ce qu'on peut retrouver dans le secteur privé, ça va frustrer les citoyens. Donc du coup, on va aborder les différentes étapes qu'on peut mettre en place au niveau d'un projet de relations citoyennes. Et pour illustrer la maturité de la relation citoyenne, je vais m'appuyer sur la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette classification.
c'est une classification des besoins humains. Et la base, c'est vraiment les besoins physiologiques. Donc ça va être se nourrir, respirer. Le besoin suivant, ça va être de se sentir en sécurité. Puis ensuite, de se sentir aimé, d'être reconnu pour arriver à un besoin d'accomplissement. Donc je vais prendre cette classification-là pour illustrer les différentes étapes de la relation citoyen. Et la base, la première étape, ça va être d'informer et de communiquer auprès de vos citoyens. Et en termes de communication, ce que disent les administrés, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a un manque de personnalisation de la relation. Donc là, c'est l'exemple typique, c'est le bulletin municipal où on a le même message pour tous. L'autre point qui ressort aussi, c'est la complexité du parcours. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à accéder au service de ma collectivité et est-ce que j'arrive à contacter la bonne personne au bon moment? Donc c'est tous ces éléments-là qui ressortent et qu'il va falloir améliorer. Il y a quelques tuyaux pour améliorer votre communication, donc on va en détailler quelques-uns qui sont très simples. Mais déjà, dans un premier temps, le plus important, ça va être de penser mobile. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde a un smartphone et depuis 2 ans, les recherches Google sur mobile ont dépassé les recherches sur ordinateur. Donc ça devient très très important, même si vous avez un site web, d'avoir un site web responsive, c'est-à-dire qui va s'adapter à la taille de l'écran et qui va faire que les données sont affichées correctement. Voilà. On a quelques chiffres qui sont intéressants, qui indiquent même que 33% des Français préfèrent perdre leur portefeuille plutôt que leur smartphone. Aujourd'hui, c'est un tel couteau suisse qu'on s'en sert pour la banque, on s'en sert pour nos messages, on a nos emails professionnels, on a tout un tas d'informations et ça devient le périphérique à utiliser. Donc, si on pense mobile, il faut aussi toucher les utilisateurs où ils sont. Donc, sur votre téléphone mobile, même si vous avez pas mal d'applications mobiles installées, au final, au quotidien, vous allez en utiliser quelques-unes, parmi lesquelles Facebook, bien sûr, et Google Maps. Donc, il va falloir utiliser ces canaux-là pour faire passer les messages importants et communiquer auprès de vos citoyens pour pouvoir toucher toutes les tranches d'âge. Et ce qui est important, c'est de faire la distinction en fait, entre une donnée privée et une donnée publique. Par exemple, des horaires d'ouverture ou des événements culturels, ça a vocation à être reconnu par le maximum de gens. Donc il n'y a pas de, y a pas de mauvaise, il n'y a pas de contre-indication à mettre ça sur Facebook. Il n'y a pas de données sensibles. Et voici un exemple d'ailleurs de publication de la ville de Pauillac. Où en fait, directement, au lieu de mettre un lien vers le site web pour renvoyer vers le contenu du site, la collectivité a choisi directement de mettre le contenu sur Facebook directement en plus du site web. Ce qui fait que voilà, les personnes peuvent derrière repartager, commenter, etc. En plus de Facebook, bien sûr, vous avez la possibilité de créer des vidéos que vous allez pouvoir uploader sur YouTube ou également faire passer des messages sur Twitter. Si on utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages, il faut bien sûr adapter le contenu à ces canaux-là. Et ici, en fait, on a un exemple du responsable Smart City de la ville de Nantes qui a communiqué le budget d'une façon ludique, simple et compréhensible pour les abonnés Twitter de la page. Et donc, c'est un bon exemple puisqu'on voit d'un seul coup d'œil la répartition du budget plutôt que de lire une multitude de pages ou de lire un pavé. Voilà, donc c'est vraiment important d'adapter le contenu au canal que vous allez utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, ce message-là, il peut être retweeté et il peut partir en viral et c'est les citoyens qui vont devenir acteurs et qui vont se l'approprier. Et en fin de compte, le dernier tuyau qu'on peut vous donner, c'est personnaliser l'information. Aujourd'hui,
Si dans votre collectivité, vous avez un site web avec une page où vous listez tous les travaux dans la commune, très peu de gens vont aller consulter cette page-là d'eux-mêmes. Par contre, si vous leur envoyez un SMS pour leur dire que leur rue va être fermée pendant 2 ou 3 jours pour cause de travaux, là, ça va les intéresser et ils vont directement être impactés par ce message-là. Donc c'est très important de personnaliser et de cibler l'information. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de cibler à partir d'une adresse les messages en disant voilà, je détermine une zone géographique et tous les citoyens de cette zone-là recevront ce message. Donc informer et communiquer, c'est bien, c'est la base, mais la deuxième étape, ça va être d'interagir avec les citoyens et de faire des transactions, des allers-retours sur tout un tas de sujets. Et à la question, pensez-vous que les communes devraient investir dans le numérique ? Comme on le voit, il n'y a pas de surprise, hein, c'est prioritaire à 70% pour les citoyens. Par contre, il y a 2 chiffres qui sont importants sur cette enquête-là. C'est que, on le voit ici, en fait, les moins de 35 ans, bien sûr, sont très intéressés par ces sujets-là, mais il n'y a pas tellement d'écart avec les seniors. On n'est plus comme il y a 10 ans, où les seniors n'étaient pas équipés. Entre-temps, ils ont acheté une tablette, ils ont consommé des services et ils deviennent demandeurs de ce genre de services numériques. Et l'autre point qui est assez intéressant, c'est que le rural est également demandeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le citoyen s'inscrit dans un territoire et il peut très bien habiter dans une petite commune rurale, mais travailler dans une agglomération comme Bordeaux ou Toulouse ou autre. Et donc, du coup, ses attentes vont être les mêmes, puisqu'il va consommer des services de la grande agglomération, mais quand il rentre chez lui, il va avoir le même niveau de service. Donc, les attentes sont énormes. Et donc, en termes de numérique, il y a 2 choses qui sont importantes pour les citoyens. C'est la transmission unique des données à l'administration. C'est-à-dire que si jamais vous avez un citoyen qui vous transmet sa carte d'identité parce que vous en avez besoin pour effectuer certaines démarches, il n'a pas envie qu'un autre service lui redemande des documents qu'il vous a déjà fournis. Donc le dites-le nous une fois, c'est très important. Donc il faut centraliser cette information-là et casser les silos en interne. Ouais. En fait, on peut centraliser l'information dans un outil. Derrière, après, ce qui est important, c'est de tenir un registre des données que l'on collecte et d'indiquer pour quelles raisons et la durée, en fait. Voilà. Et derrière, le citoyen, lui, il a la possibilité, si ça ne lui va plus, de dire « mais moi, je supprime mon compte et je veux que vous anonymisiez mes données ». Donc ça, c'est des choses qui sont prévues dans le cadre du développement logiciel et qui doivent être gérées pour être RGPD conforme. Oui, tout à fait. Pardon ? Oui, oui, oui. Oui. La question, c'est est-ce qu'une mairie qui collecte une information d'un administré peut-il le transférer à notre service ? Donc la réponse est oui. À partir du moment... Vous n'entendez pas ? J'ai essayé de parler plus fort, mais bon. La réponse est oui à partir du moment où on tient un registre des données que l'on collecte et que l'on indique la raison et la durée de rétention de ces informations-là. Ce qui est important, c'est que le citoyen a également la possibilité de demander toutes ces données personnelles stockées dans un outil. Voilà. Et il a la possibilité également de supprimer son compte. C'est le droit à l'oubli. Et dans ce cas-là, il faut anonymiser ces données. On en parlait tout à l'heure avec monsieur aussi. Il y a un cadre qui est assez restrictif, mais qu'il faut respecter. Donc du coup, la priorité, c'est bien sûr la centralisation de l'information et la mise en place d'un portail unique. Aujourd'hui,
En tant qu'utilisateur, c'est compliqué de retenir un utilisateur mot de passe pour un portail, un utilisateur mot de passe pour tel autre portail. Donc voilà, le citoyen aujourd'hui, il a envie de donner ses informations une seule fois et avoir un portail unique. Et le portail unique, en fait, ça va être la base de la GRC, de la gestion de la relation citoyen, où on va pouvoir professionnaliser cette relation-là avec le citoyen. Il aura la possibilité d'avoir un portail disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va pouvoir faire ses demandes auprès de la collectivité une fois qu'il est rentré le soir après le travail. Il n'a pas eu besoin de poser une demi-journée pour aller au guichet de sa collectivité. Derrière, il va pouvoir rajouter des pièces sur des demandes si elles sont manquantes et si l'agent lui en a fait part. Donc voilà, on est sur ce type de fonctionnalité-là. Autre point important, malheureusement, on est dans un contexte où vous allez devoir faire des économies de plus en plus. Vous allez devoir être de plus en plus efficient avec moins de moyens et faire face à des exigences des citoyens qui sont en constante augmentation. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'améliorer votre efficacité en interne. Et pour améliorer votre efficacité en interne, vous allez devoir vous équiper d'un outil de GRC qui va vous permettre de réutiliser les documents qui ont déjà été transmis par un administré, mais également le processus qui demandait peut-être 4-5 étapes au préalable avant d'arriver vers la bonne personne. Là, on va faire en sorte que la personne soit notifiée directement de la tâche qu'elle a à traiter. Et donc, on va améliorer l'efficacité en interne pour répondre à ces attentes-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'orientation stratégique des collectivités, c'est l'une des priorités. Donc peut-être que vous-même, vous avez déjà la réflexion sur des projets de GRC dans vos collectivités. Et là où on voit que la demande est mature, c'est qu'on a également un point qui est important, c'est l'amélioration des modes de travail des agents. Aujourd'hui, un projet de GRC sera une réussite si à la fois, effectivement, on offre un portail citoyen pour les administrés, mais que derrière, on a un outil performant pour les agents. Parce que si on offre simplement un portail citoyen aux petits oignons et que derrière, on travaille toujours avec les anciennes méthodes, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et les attentes vis-à-vis de la GRC, on en parlait tout à l'heure quand on expliquait que le retour des citoyens concernant la communication des collectivités, ce qui leur ressortait, c'était le manque de personnalisation du message, mais également la complexité du parcours. Là, on retrouve justement les attentes des collectivités vis-à-vis de la GRC. On parle de simplification du parcours usager, ça c'est très important. Et également, un autre point qui est la mesure de la pertinence des canaux. Aujourd'hui, c'est vrai que même si ça semble être basique, ça peut être complexe de savoir combien on reçoit de personnes au guichet par jour, combien on reçoit d'appels de manière quotidienne, etc. etc. Donc avec un outil de ce type-là, on va pouvoir se structurer et fiabiliser l'information. Alors le Graal en termes d'espace citoyen, donc c'est le portail où le citoyen va pouvoir avoir une liste de téléservices qu'il va pouvoir utiliser et suivre toutes ces demandes de manière très fine. Donc avoir le statut de chaque demande, savoir où ça en est et qui est en cours de traitement et éventuellement pouvoir échanger aussi avec les agents qui sont en cours de traitement des démarches. Malheureusement, pour arriver à ça, ça prendra peut-être quelques années parce que vous imaginez bien le niveau d'intégration qu'il doit y avoir avec les processus internes de votre collectivité. Donc, même si ça prendra du temps, c'est ce vers quoi il faut tendre. Mais en attendant, dès à présent, il y a des outils qui sont très simples et faciles à mettre en œuvre. Et donc, il ne faut pas attendre
pour démarrer votre démarche GRC. L'un des points importants, c'est le cadre de vie pour les citoyens. Tout citoyen a envie de vivre dans un espace propre. Voilà. On a des outils qui permettent de signaler dans le domaine public des nids de poules, des problèmes de propreté, voilà, ou des incidents variés. Et donc, du coup, il faut pas penser que c'est compliqué à mettre en place. C'est des outils qui sont très simples. Et c'est un bon exemple de Smart City parce que c'est le citoyen qui est acteur. C'est lui qui va déclencher le signalement. Et derrière, la mairie va pouvoir notifier de l'avancement des travaux et tenir informé le citoyen. Donc, il y a une réelle transaction. L'autre point important, bien sûr, pour tous ceux qui sont parents, c'est l'enfance. Parce que si on facilite la vie de nos enfants, c'est un point qui est très important. Donc la possibilité de réserver des activités périscolaires, de réserver des repas à la cantine, etc. etc. Pour ceux qui délivrent des cartes d'identité et des passeports, il y a également des outils de prise de rendez-vous qui peuvent faciliter la démarche. Et qui sont donc des outils web utilisables par les citoyens, où directement ils peuvent voir la mairie la plus proche de leur situation géographique qui offre ce service-là, et du coup prendre le prochain rendez-vous de disponible, avec du coup des rappels SMS, la liste des pièces à fournir. Donc ça permet de fluidifier la prise de rendez-vous et être sûr qu'il n'y a pas des rendez-vous en double, etc., etc. Et donc on arrive au dernier élément de la pyramide de Maslow, qui est le plus complexe, mais c'est faire participer et impliquer les citoyens dans la vie de la collectivité. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre un exemple très simple de participation, parce qu'on peut faire des choses très simples comme des choses très compliquées, excusez-moi. Et donc là, on a pris un exemple d'une commune dans la Marne qui a souhaité en fait prendre position sur le maintien ou non des rythmes scolaires, des activités périscolaires. Et donc, ce qui a été fait, c'est que très simplement, sur leur page Facebook, ils ont créé une news avec un lien qui renvoie vers un sondage en ligne où les parents d'élèves ont pu répondre à quelques questions pour savoir s'ils étaient intéressés ou non par la démarche. Et en 4 jours, 90% des parents d'élèves avaient répondu au sondage. Donc, ce qui fait que la collectivité en fait, a pu prendre la bonne décision en se basant sur ses citoyens. Donc, c'est un bon exemple de participation. Et derrière, ça a été mis en œuvre très, très rapidement, avec peut-être 1 ou 2 heures de travail. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau de la GRC, on peut faire des choses très compliqué, très abouti. Par contre, nous, notre vision, c'est qu'avec l'informatique d'aujourd'hui, on peut faire des choses très simples, très rapidement. Donc, il ne faut pas tomber dans le cockpit d'un Airbus en termes de projet de GRC. Notre vision, c'est vraiment la simplicité, guider l'utilisateur, avoir une information limpide et claire. Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie. Merci de votre attention et je vais repasser le micro à Jean-Marc pour la conclusion. Alors merci Bruno. On m'entend toujours bien ? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors le citoyen aujourd'hui, il est confronté à un ensemble d'acteurs publics. Il a sa collectivité. Il a la communauté de communes, le département, et au final, ce n'est pas toujours clair qui fait quoi. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, aujourd'hui, si on prend un citoyen moyen, Édouard, il y a de grandes chances qu'il habite dans une collectivité et que peut-être que tout ce qu'il fait, c'est y habiter et que toute sa vie se passe finalement ailleurs. Donc, imaginons Édouard qui habite, il habite à Pauillac. Il y a de grandes chances qu'il bosse à Bordeaux. Et qu'il ait mis ses enfants, alors je ne sais pas si je vais prononcer correctement, à Brac.
C'est comme ça. À Brache. Il a mis ses enfants à Brache. Il a son syndicat des eaux qui peut être ailleurs. Et il a encore le club de foot qui se trouve encore à un autre endroit. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'un citoyen usager du numérique, en fait, il vit sur un territoire qui est bien plus large que le territoire de sa collectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chacun de ces différents endroits, il y a des services numériques qui vont être offerts. Donc il faut se mettre 2 secondes à la place du citoyen. Et donc quand vous réfléchissez au citoyen, ce n'est pas juste votre collectivité et les services qu'offre votre collectivité, c'est que ce citoyen, il va aller consommer des services un peu partout, sur un territoire, comme je disais, beaucoup, beaucoup plus large. La zone de vie d'un citoyen, elle est plus souvent intercommunale. Ça veut dire que par rapport à un problème, un service numérique qu'on pourrait offrir, comme par exemple le signalement d'un problème dans l'espace public, ben, typiquement, à l'endroit où il habite, il va falloir signaler via le portail. L'autre endroit, parce que là où il travaille, s'il veut signaler quelque chose, ça va s'appeler Allo Mairie et c'est un numéro de téléphone. Et le troisième, c'est via une application mobile. Vous vous rendez bien compte que pour ce citoyen, s'il doit connaître 3 services pour faire plus ou moins la même chose, autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucune chance. Pourquoi est-ce que Facebook a autant de succès? Parce que c'est une application et que c'est la même que j'utilise. Si tout le monde commence à développer ces petits services numériques partout, je vous assure que pour le citoyen, il ne va jamais s'y retrouver. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, et moi personnellement, c'est un qui me frustre terriblement, c'est celui-ci. C'est que chacun d'entre vous, son petit service, son petit login, et alors je veux inscrire mes enfants à la garderie. Alors je me dis, bah tiens, on va essayer garderie. Ah merde, il faut des majuscules. Et donc, bah c'est pas grave. Ah mince, ça, c'est toujours pas là. Ben voilà, c'est évidemment une petite plaisanterie. Il faut des caractères hiéroglyphes et ça finit par passer. Mais fondamentalement, quand vous prenez les 10 services que vous utilisez, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Le post-it sur l'ordinateur. Moi, j'utilise un service spécial pour retenir tous mes mots de passe parce que c'est vraiment hyper compliqué. Alors, heureusement, par rapport à ce problème-là, il y a déjà des solutions. Et une des solutions, oui, je ne sais pas si vous savez, mais 2 personnes sur 5 préféraient résoudre des conflits mondiaux que de devoir créer un nouveau mot de passe tellement ils deviennent fous. Alors, comment simplifier l'accès à ces services? La clé, c'est d'avoir des accès unifiés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez France Connect. Parce que France Connect, si vous ne le connaissez pas, c'est important de le connaître et ça va être important de mettre ça dans vos cahiers des charges ou dans vos demandes à vos fournisseurs parce que France Connect, en fait, c'est une solution qui permet avec le même mot de passe d'accéder à plusieurs services. Le même mot de passe, c'est quoi? C'est que vous avez déjà en fait des identités, des mots de passe en ligne qui sont avec une identité forte comme les impôts, comme Amélie. Ça veut dire qu'eux vous connaissent déjà et que donc, grâce à ce mot de passe qui existe par ailleurs, vous allez pouvoir ouvrir d'autres portes. Et donc, avec ce même identifiant, vous allez pouvoir accéder à tous les différents services. Quand on dit le même mot de passe, ça veut dire quoi? C'est que c'est la clé qui est la même. C'est la clé qui ouvre les portes. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose que d'avoir... c'est juste une clé qui vous permet d'avoir accès à tout. Ça vous permet quoi? Ça vous permet qu'avec cet unique mot de passe, vous avez accès à tout. Au fait, c'est la même chose qu'un Facebook Connect. Alors, je sais que c'est un débat parce qu'on en a déjà discuté. Facebook Connect, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'avec votre login Facebook, vous pouvez même accéder à des services de la collectivité. Alors, ça fait débat parce qu'on dit « Ouh, attention ».
En fait, c'est simplement que la clé que vous utilisez pour ouvrir Facebook, vous pouvez l'utiliser pour ouvrir la collectivité. Ce que le citoyen fait et Facebook fait, il vous donne juste un ticket pour dire tu peux ouvrir la porte. Il n'a pas accès à vos données personnelles, hein. Je dis ça pour que la compréhension soit bonne. Maintenant, soyons clairs, maintenant que France Connect est là, le mieux, c'est évidemment de favoriser des outils comme France Connect plutôt que Facebook. Je vais en arrière, moi. Donc, on l'a dit, ce citoyen qui est sur un territoire intercommunal, il faut que ce soit envisagé dans un contexte global, les services numériques. Parce que si on ne fait pas ça, ça va être un échec. Si chacun développe sa petite solution, les citoyens ne vont pas s'y retrouver et ne vont pas être utilisateurs. Et donc, des exemples, il faut se mettre à la place du citoyen dans les services qu'on va offrir. Et nous, ce qu'on propose, c'est de raisonner en microservices mutualisés. Microservices mutualisés, c'est quoi? C'est typiquement le produit qu'on vous a présenté. L'idée, en tout cas le concept, c'est par exemple un Better Street qui permet de signaler sur le territoire. Que vous soyez sur le territoire de la commune A, commune B ou commune C, pour le citoyen, il va pouvoir utiliser le même service pour signaler partout où il est, ça va marcher. Parce que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. Vous êtes en train de marcher, vous dites tiens, ça je veux signaler, ça marche, et puis je passerai la frontière de la commune et ça ne marcherait plus, ça n'a pas beaucoup de sens. Un autre exemple de service mutualisé où c'est vraiment intéressant, c'est la prise de rendez-vous. Par exemple, CNI Passeport. On a vu un reportage la semaine passée justement sur TF1 où on voyait les citoyens qui faisaient du tourisme administratif. Ils font du tourisme administratif. Pourquoi? Parce que comme la collectivité A n'offre pas les services, ils se disent ça va peut-être aller plus vite ailleurs. Avec un outil comme ici, rendez-vous online, la prise de rendez-vous, on peut carrément offrir un service où on voit que le citoyen peut à la fois choisir ce qui est le plus proche ou le plus tôt. Et vous voyez que sur cette interface, il peut choisir, tiens, si je suis pressé, je vais plutôt aller le 26 du 6 et faire un petit peu plus de kilomètres. Ou alors, non, je vais aller proche de chez moi et je vais prendre rendez-vous. En 2 clics, le rendez-vous est pris. Et ce genre de solution, ce qui est intéressant, c'est que ça évite également les doublons. Ça évite les doublons, pourquoi? Parce qu'on leur demande de rentrer leur numéro de mobile. Et du coup, s'ils ont pris un rendez-vous ailleurs, parce que c'est l'une des grandes problématiques, c'est que les gens font du multi-rendez-vous en se disant on ne sait jamais. Et maintenant, ils n'annulent jamais, évidemment, les rendez-vous qu'ils ont pris. Avec un système comme ça, on peut prévenir et dire « Ah mais non, vous avez déjà un rendez-vous ailleurs, donc merci de respecter ce rendez-vous. » Et alors, troisième service qui peut être là aussi mutualisé, qui est conçu dans une perspective intercommunale, c'est la gestion, par exemple, d'alertes, d'informations très personnalisées, où on va s'abonner à des thèmes qui concernent la collectivité dans laquelle on habite, mais on va pouvoir également sélectionner des thèmes qui, elles, sont de la compétence d'un autre niveau de pouvoir. Donc, si on veut que le numérique soit un succès dans un monde où le citoyen est usager d'un territoire plus large, il faut qu'il y ait à un moment une harmonisation des outils et du fonctionnement, parce que sinon, ça ne marchera pas. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi, et c'est ça qui est un peu à la limite contradictoire, ce besoin du portail unique et ce besoin pour la collectivité, un endroit où on va pouvoir dire voilà tous les services qui sont disponibles. Et donc ça, c'est ce qui va être possible. Donc, même avec des microservices en fait, qui sont les mêmes d'une commune à l'autre, l'espace citoyen qu'on propose va pouvoir rassembler ces différents services. Donc même si votre signalement, c'est le même outil que la commune d'à côté, votre espace citoyen, lui, va quand même être spécifique avec tous les produits que vous allez proposer. Et derrière, en fait, l'outil de back-office qu'on a appelé GRC 360, c'est un outil qui vous permet de voir par citoyen, de se dire, tiens, il a fait 2 signalements, il s'est inscrit à des alertes et il m'a fait cette démarche en ligne. Donc, c'est d'avoir une vue
unifié sur le citoyen de toutes les démarches qu'il a fait avec la collectivité. Tout ça dans le respect du RGPD qui va rester évidemment un challenge. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Et notre infrastructure, en fait, notre infrastructure technologique permet que ces différents services où, pour le citoyen, il a un espace citoyen unifié, même s'il est acteur de 3 territoires. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va être en capacité maintenant d'offrir un portail citoyen où, si je suis citoyen de Saint-Sauveur, voilà les services auxquels j'ai accès, mais je peux également avoir accès aux services de ma communauté de communes, mais également aux services proches de chez moi. C'est cette capacité finalement à fédérer les différentes démarches, même si elles ont été faites à d'autres endroits sur le territoire. Et ça se traduit par quoi? C'est que tiens, mes démarches actives, mes démarches clôturées, on voit que c'est des collectivités différentes. Et pourquoi c'est important? Comme on l'a dit, parce que pour moi, citoyen, vous m'avez facilité la vie. Donc on respecte la collectivité en lui offrant les services, mais moi, comme citoyen, j'ai besoin d'un espace unique intercommunal. Et pour vous, dans le back-office de votre collectivité, l'outil, comme je disais, va vous permettre de gérer l'ensemble des demandes, de gérer les tâches associées et d'avoir cette vue de la fiche citoyen avec l'ensemble des démarches que ce citoyen aura fait avec votre collectivité. Donc côté collectivité, cette vue unifiée. Côté citoyen, cette vue multi-collectivité et communauté de communes. Pour faire ça, ce qui est important, c'est que vous devez absolument, dans tous vos contacts avec vos fournisseurs, leur parler d'ouverture et d'interopérabilité. Celui qui aujourd'hui vous dit qu'il n'est pas interopérable avec une solution, n'achetez pas ce produit-là. Pourquoi? Parce que demain, votre portail citoyen va sans doute intégrer 3 services de tel fournisseur, 2 autres services d'un autre. C'est extrêmement important que dans votre cahier de charges, vous ayez mis ça comme exigence. Voilà, conclusion. La Smart City, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est plutôt vous devez vous transformer. Le monde autour de vous, l'environnement change. On l'a vu, la révolution numérique. Vous devez entrer dans une transformation. Cette transformation, elle va vous permettre, elle a beaucoup d'avantages finalement. Et de toute façon, vous avez intérêt à voir le numérique comme un avantage parce que sinon, ça va être comme un tsunami qui risque de vous prendre. Ça va permettre de rapprocher l'administration du citoyen. Ça peut créer une dynamique avec les usagers. On l'a vu, faire participer. Si vous le faites bien, faire du numérique accessible, si vous le faites bien, vous allez réduire la fracture parce que soit ce n'est pas fait correctement, des mots de passe compliqués et vous avez toutes les personnes âgées et ça va augmenter la fracture numérique, soit c'est bien fait et vous allez pouvoir faciliter le numérique. On va améliorer l'efficacité, le fonctionnement et on va permettre le développement de nouveaux usages. Ça veut dire quoi? On n'en a pas beaucoup parlé, mais le fait de pouvoir produire des données et les mettre à disposition du public, ça va permettre de développer de nouveaux usages dont on n'a pas connaissance aujourd'hui. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est et vous, quel est votre projet? Notre conseil, c'est de dire, vous avez vu aujourd'hui tout un ensemble de microservices. C'est ça qui a fondamentalement changé par rapport à il y a 10 ans, où il fallait un plan complet sur la comète, faire un projet, et ça allait prendre 5 ans. Aujourd'hui, il y a des services. En une semaine, ils sont d'application dans votre commune. Faire du signalement, faire des alertes, faire des rendez-vous CNI Passeport, c'est des choses en une semaine. Vous pouvez offrir ce service à vos citoyens. N'oubliez pas de penser aux citoyens intercommunal. Donc, parlez avec vos voisins de la région, parlez à la communauté. Tiens, c'est quoi votre projet? Parce que ce citoyen, il est partout. Et après, dernier point, travailler avec des partenaires qui ont la bonne vision comme nous. Donc voilà, je vous remercie.